d'évidence contre le libre-échange. Je ne pense pas qu'il faille... C'est là où je dis qu'il faut aller plus loin que le refus de ce grand marché transatlantique. On voit que là, il va y avoir un axe qui va se développer à gauche contre ce nouveau traité, contre ce marché transatlantique. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas seulement être défensif, il faut être offensif. Ça veut dire pourquoi on accepte on refuserait celui-là. Vous savez, c'est le truc souvent dans la gauche altermondialiste, c'est-à-dire que on a combattu le précédent traité qui diminuait les droits de douane. Le traité est entériné, et maintenant, si jamais on décidait de revenir en arrière et de relever les droits de douane, on passerait pour un fasciste. Maintenant, je pense que dans notre boîte à outils, nous avons une boîte à outils. Ça ne veut pas que tous ces outils soient miraculeux, mais nous avons l'instrument de la création monétaire, donc qui a été délégué à Francfort à des personnes indépendantes, c'est-à-dire indépendantes du peuple, hein, notamment pour l'essentiel. Nous avons l'outil éventuellement du défaut de paiement. Nous avons l'outil des barrières commerciales, des quotas d'importation, d'un certain nombre de choses comme ça, avec des douaniers qui savent faire et qui sont à notre disposition. Et voilà, nous avons un certain nombre d'outils. Ça ne veut pas dire que tous ces outils soient miraculeux, mais néanmoins, on ne doit pas s'interdire de pouvoir les utiliser. Et là, c'est comme s'il y a un tabou. Hein. Ils avaient en 2008 très peur qu'on force la main et qu'on vienne à utiliser. Il y a une grosse campagne à ce moment-là. J'ai des citations. Bon, ma préférée, c'est toujours Alain Duhamel, quand même. On est dans une grave crise. Et dans des crises de ce genre, il y a toujours des tentations de protectionnisme, de nationalisme, de racisme, de xénophobie. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils tirent un trait d'égalité entre ce qui n'est qu'une option économique, car les quotas d'importation, les barrières douanières, les normes techniques, les normes sanitaires, ce sont des outils techniques, et une valeur morale, l'ouverture au monde, le multiculturalisme, ou alors voilà, le nationalisme. Alors, j'en ai plein. Je vais aller à Christian Saint-Étienne, qui est un économiste libéral qui se fait lui aussi historien. Cela finit toujours par le régime national-socialiste. Vous voyez ? Alors, il ne dit pas en même temps qu'on est des nazis si on est favorable du protectionnisme, mais par contre, on fait le jeu des nazis. Vous voyez ? Alors, comment répondre à ce chantage moral ? Moi, je pense que la première réponse... j'ai parlé tout à l'heure de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Au même moment où se fait l'ALENA, un mur se construit entre le Mexique et les États-Unis, un mur de 1100 km de long, avec des barbelés, avec des GPS, avec tous les instruments de vidéosurveillance moderne. Ce mur, d'après une commission de droits de l'homme, a fait 5000 morts mexicains en 15 ans. C'est-à-dire que ce mur fait plus de morts chaque année que le mur de Berlin pendant la totalité de son histoire. Et en pleine zone de libre-échange. Vous voyez là un peu le paradoxe. Mais on n'est pas beaucoup mieux. Hein. Nous, on avait des centres de rétention qui étaient installés chez notre ami le colonel Kadhafi en Libye. Ils existent toujours, c'est plus le colonel Kadhafi. On a des rabbits, des patrouilles qui circulent sur les mers pour veiller à ce que les embarcations africaines n'arrivent pas jusqu'à chez nous. On forme sur place les armées mauritaniennes pour contenir l'immigration là-bas. Donc voilà, et tout ça en pleine zone de libre-échange. Et tout ça ne pose pas ni à Alain Duhamel, ni à Christian Saint-Étienne le moindre problème moral. En revanche, à partir du moment où on déciderait de monter, aller à 12% les taxes sur les pneus en caoutchouc en provenance de Thaïlande, c'est là qu'on deviendrait raciste à l'égard des pneus en caoutchouc, qu'on deviendrait xénophobe. Vous voyez ? Donc là, il y a alors cette confusion qu'ils établissent entre une option économique, ce qui n'est qu'une option économique, et une valeur morale, c'est déjà quelque chose, une distinction, un distinguo qu'avait opéré John Maynard Keynes, puisqu'il écrivait « J'ai de la sympathie pour ceux qui veulent minimiser plutôt que maximiser l'imbrication économique entre les nations. Les idées, la connaissance, l'art, l'hospitalité et les voyages, autant de choses qui sont par nature internationales. Mais que les marchandises soient de fabrication nationale, chaque fois que c'est possible et commode. » Vous voyez ? Donc là, on est dans un distinguo
qui relève du bon sens, où effectivement on peut avoir une circulation des idées, une circulation des personnes, une circulation de la culture, et en revanche les marchandises qui peuvent demeurer de fabrication très largement locale ou nationale. Alors pour moi, je dois dire que parmi les outils que j'énonce, je considère toujours que cette question d'une lutte menée de front contre le libre-échange est une question clé sur plein de points. C'est une question de pied contre le dumping environnemental, contre le dumping fiscal, contre le dumping social, et éventuellement, j'y reviendrai dans le fil du débat, mais c'est l'outil politique clé pour la reconquête des classes populaires. Pour ce que j'appelle la jonction de la petite bourgeoisie intellectuelle dont je suis et des classes populaires. Je pourrais revenir dans le fil du débat, mais il me semble qu'on a là un instrument clé. Le quatrième dogme que moi je voudrais remettre en cause, c'est celui de la croissance. Là maintenant, c'est Arnaud Montebourg qui va se charger, qui a pour objectif, qui a 3 objectifs pour son mandat, nous dit-il: l'emploi et la croissance, l'emploi et la croissance, l'emploi et la croissance. Vous voyez bon, alors, moi, d'abord, le fait qu'on soit dans une crise et qu'il faille de la croissance, j'ai l'impression que j'entends ça depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Vous voyez, je suis né dans le milieu des années 70, et depuis le milieu de 70, en tout cas depuis que je suis politiquement conscient, j'ai toujours entendu qu'on était dans une crise et qu'il fallait de la croissance. Vous voyez alors, je l'ai vérifié d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai ce numéro-là. On a fait un article sur... Ouais, mais c'est pas vrai. Voilà, la croissance. D'abord, on a fait un long entretien avec Jean Gadret. Et voyons, on a une frise, on a installé une frise avec des discours entre 1977 et 2012, puisque c'était un numéro qui datait de 2012, où à chaque fois... Pardon ? Entre 1977 et 2012. Ce numéro date de 2012. Mais bon, de toute façon, vous êtes aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Et on avait donc en 1972, en 1975 même, on a Valéry Giscard d'Estaing, les commandes progressent, la consommation se développe et de place en place, ceci entraîne la reprise de la croissance. Vous voyez, vous avez Mitterrand. La France, grâce à cette politique menée notamment par M. Bérégovoy, s'est mise dans la situation, tout le monde le reconnaît dans le monde, la meilleure pour saisir au passage tout phénomène de croissance possible. Vous voyez, il s'agit de saisir la croissance qui passerait par hasard. Mais comme cette croissance ne se produit pas ou pas assez, on a le droit de s'interroger. Après tout, est-ce que cette politique était la bonne ? Oui, on peut s'interroger en 1992, on peut s'interroger toujours aujourd'hui. Moi, en 2000, j'ai suivi particulièrement la campagne électorale de 2007. En 2007, Ségolène Royal prononce 70 fois le mot croissance dans ses discours. Bon, Nicolas Sarkozy lui fait concurrence sur ce terrain. Et or, en 2007, la croissance est quand même de 2%. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nulle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que... on aille vers moins d'injustice sociale, pour qu'on puisse aller vers du progrès, il faut qu'on attende d'avoir une une croissance à 4, 5, 6%. Vous voyez, c'est un peu la logique qui semble sous-tendue. Et j'ai regardé la croissance moyenne, donc depuis que je suis né en 1975, et a été de 2,1%. Alors aujourd'hui, on sait qu'elle ne sera pas de 2,1% cette année, mais quand bien même on sera à 2%, de toute façon, ils nous diront que 2%, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour plein de choses, hein. Ça sera insuffisant pour mettre en place de la justice fiscale. Ça sera insuffisant pour mettre en place un relèvement salarial. Ça sera insuffisant pour mettre en place des normes environnementales. De toute façon, 2%. Donc sans doute qu'il faut aller vers 4, 5, 6%. Et je suis tombé sur cette phrase. Je pourrais être vache avec vous et vous demander de... C'est-à-dire, je faisais la comparaison, je disais finalement, à la place, ma mise en cause de la croissance est partie d'abord du terrain social, plus que du terrain écologique. Hein. Je vais y venir ensuite, mais je me disais finalement, c'est comme si on nous disait, voilà, le gâteau là, il ne s'agit pas de le répartir de manière plus juste. Vous voyez, ça c'est un objectif que la gauche ne se fixe plus, en tout cas le Parti socialiste, Ségolène Royal à l'époque ne se fixe plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps ? Il faut faire grossir le gâteau, comme ça tout le monde est content. Bon, moi je reste
un archaïque babouviste de Babeuf, quoi, et qui me dit d'abord le gâteau il est là, il faut qu'il soit réparti de manière plus égalitaire, quoi, hein. Et donc simplement le fait de parler de croissance, c'est un moyen pour réconcilier tout le monde. D'abord, c'est un moyen pour faire patienter. C'est un moyen pour faire patienter les attentes sociales en disant aujourd'hui c'est pas possible, mais demain c'est pas le Messie qu'on attend maintenant en faisant du vaudou, mais c'est la croissance. Donc si la croissance revient, bah, vous aurez des choses. Et ensuite le deuxième truc, c'est de réconcilier tout le monde, puisque là tout le monde sera content. Les patrons ils en auront plus, les actionnaires ils en auront plus, les salariés en auront plus. Donc, et là je tombe sur cette phrase d'un intellectuel. Il est un mythe savamment entretenu par les économistes libéraux selon lequel la croissance réduit l'inégalité. Cet argument permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive est une escroquerie intellectuelle sans fondement. Qui écrit ça en 1973? C'est Jacques Attali. Jacques Attali qui va être le laudateur de toutes les formes de libération. Il était pour une commission nationale pour la libération de la croissance, où il fallait tout faire juste pour avoir un point de croissance supplémentaire. On pouvait mettre notre modèle social, le jeter à la poubelle, si ça pouvait nous rapporter un point de croissance supplémentaire, c'était bien. Et donc c'est lui qui venait dire en 1973, alors c'est une autre époque, mais alors ça a été mon premier point de remise en cause de la croissance. Pour moi, il est parti donc de la question sociale. Par ailleurs, on a fait dans ce numéro de Fakir une analyse de tous les discours des syndicats vis-à-vis de la croissance. Parce que là, on a une orthodoxie qui s'est mise en place, puisque même les syndicats sont pour la croissance et à peu près pour n'importe quelle forme de croissance. Or, c'est un acquis du patronat, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un regard critique sur la croissance, évidemment, dans la CFDT gauchiste des années 70, mais y compris à la CGT, il y avait on ne veut pas de n'importe quelle croissance. La croissance capitaliste ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est une autre forme de croissance. Enfin, il y avait des vraies interrogations au sein de la CGT. Et là, cette espèce de pensée unique sur ce terrain-là s'est répandue pas seulement dans le champ politique, mais aussi dans le champ syndical. Et alors ensuite, évidemment, la question n'a pas pu se poser sur le terrain écologique. Je me souviens d'un reportage, je vais essayer de le retrouver, mais où je me trouvais à Megève, donc au pied du Mont Blanc, et il y avait Fernand qui était un guide de haute montagne de 80 ans. J'y allais parce qu'il y avait trop de camions qui passaient dans le tunnel du Mont Blanc, il y avait eu des incendies et puis tout ça. Et il me décrivait donc le mont Maudit, le mont Blanc du Tacul. Enfin, il me décrivait tous les monts qu'il y avait autour de sa maison. Et il me montrait, il me disait, juste derrière le tilleul, regardez, malgré le soleil qu'on a dans les yeux, là, vous avez des hêtres, des chênes, des bouleaux. Leurs branches sont dépouillées, sans feuilles ou à leur couleur rouille. En cette fin de printemps, on croirait une végétation d'automne. Ça, c'est nouveau. Il me montre aussi que le plus étonnant, c'est que les glaciers, auparavant, remontaient l'hiver, ils regagnaient du terrain, alors que maintenant, ils baissent. Même l'hiver, ils baissent. Même cet hiver où il a fait froid, la mer de glace a fondu de 4 mètres. Bon. Dans le même temps, qu'est-ce qu'il me montre au bout de son jardin? Il me montre une autoroute. Et il me dit, je lui demande, est-ce que vous faites le lien entre cette glace qui fond et la 4 voies au bout de votre potager? Il me dit, c'est sûr, quand j'ai construit en 59, il n'y avait pas le tunnel. Les premiers camions, on n'y a pas fait attention. La route s'est élargie depuis. Alors, c'est évidemment pas directement les tunnels du Mont Blanc, les tunnels de Megève qui font fondre la neige du Mont Blanc, mais ceci dit, globalement, et le GIEC le confirme avec des hypothèses chaque année plus catastrophiques, c'est évident qu'il y a une relation de cause à effet entre notre mode de transport, notre mode de consommation, notre mode de production et la fonte, là. Alors, quand je vais voir un entrepreneur, je l'avais choisi, il s'appelait Mermet, ça me faisait marrer pour l'émission. J'allais voir un entrepreneur qui s'appelait Mermet. Quand je vais voir l'entrepreneur Mermet, un entrepreneur donc, il y avait des dizaines ou des centaines de camions, il dit, la solution, c'est quoi? Bah, il faut faire un deuxième trou dans le Mont Blanc. Comme ça ira plus vite, et puis il y aura plus de croissance. Vous voyez, donc la solution, voilà, elle est là, c'est toujours plus. Mais je pense que, évidemment, c'est pas possible de dire aujourd'hui que si on veut combattre les effets du réchauffement climatique, ça passe pas par une remise en cause de la croissance. Je veux dire que là, il y a quelque chose qui relève désormais de l'évidence. Et le dernier point sur cette question de la croissance, c'est un tableau que j'avais vu dans un bouquin de Tim Jackson. Donc c'était un économiste, on va dire,
anglais qui avait fait un bouquin où il y avait un graphique que j'ai retrouvé là dernièrement dans le livre tout à fait remarquable de Richard Wilkinson, à qui on a consacré, il me semble, 8 pages dans le journal pour expliquer la pensée de l'épidémiologiste Richard Wilkinson. Voilà le tableau que j'avais trouvé dans le bouquin de Tim Jackson et qui m'avait beaucoup intéressé sur cette question. Vous n'allez rien voir, hein, c'est sur le pur effet de manche. Là, vous avez en bas le revenu national par habitant, vous voyez. Et ici, vous avez l'espérance de vie en année. Donc on voit très nettement qu'on ne peut pas dire que la croissance ou le développement ou la richesse en général n'a pas d'effet sur le bien-être. Hein, sur jusqu'à au moins 10 000, 15 000 dollars par an, on voit que le niveau de bien-être s'élève considérablement. Là, si on avance, hein, qu'on avance un petit peu, et hop, on grimpe quand même. D'abord, on voit qu'ensuite, ça plafonne. Si on fait un zoom sur cette partie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il n'y a plus aucun lien de causalité entre la croissance, la richesse des habitants, parmi les pays les plus riches, hein, entendons-nous, hein, à partir de 18 000 dollars par an, il n'y a plus aucun lien de causalité entre la richesse par habitant et le bien-être de ses habitants. Vous avez les États-Unis qui sont donc parmi les pays les plus riches, même qui serait le pays le plus riche sur ce tableau, et qui, en termes d'indice de bien-être, est largement en dessous du Japon, qui est plus pauvre, ou même de la Grèce. Alors là, la Grèce, à mon avis, elle a dû chuter, elle chute très vite, hein, les taux de suicide en Grèce, les taux de mort par diabète, enfin, tout est en train de se dégrader très, très rapidement en Grèce. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande, qui est nettement moins riche que les États-Unis, et a un indice de bien-être supérieur, l'Espagne, la Suède, enfin, vous voyez, ainsi de suite. Bon. Là, ce qui est absolument intéressant, donc Richard Wilkinson, l'épidémiologiste Richard Wilkinson, le démontre qu'effectivement, il n'y a plus de lien à partir d'un certain moment entre la richesse et le bien-être. Et ce qui montre en revanche, et je pense que sur le terrain statistique, étant donné le nombre d'enquêtes qu'il a compilées, les années qu'il y a passées, et puis enfin, le sérieux de son travail quand on lit son bouquin, c'est le lien entre l'égalité, le bien-être, entre l'égalité et le bien-être. L'égalité au sein d'un pays. S'il y a au sein d'un pays, il y a des niveaux de revenus qui ne sont pas trop différents, et eh bien, le bien-être des habitants est nettement meilleur. Le taux de mortalité diminue, et ainsi de suite, pour une raison, notamment pour une raison hormonale. C'est-à-dire que ce qu'il y a de pire, ce qu'on éprouve, la plus pire violence, le pire stress, en fait, le pire stress social, c'est la honte. Et la honte, elle s'accroît considérablement quand il y a des niveaux de revenus qui sont très différents. Celui qui a un niveau de revenu inférieur, qui ne se considère pas comme étant l'égal de l'autre, il va éprouver très régulièrement dans sa vie de la honte, se sentir honteux, un peu opprimé. Et donc, ça va élever son stress, ça va devenir ce qu'on appelle un stress chronique, qui va produire des tas de dérèglements hormonaux, des tas de dérèglements dans son corps, et que donc l'épidémiologiste Richard Wilkinson a mesuré. Donc, il me semble que là, pour au moins ces trois raisons, écologique, économique et sociale, on doit en arriver à une remise en cause, et là, c'est une remise en cause majeure de ce pilier qu'est la croissance. Alors, pour terminer, pour conclure, la première chose à voir, c'est, je le disais, c'est aujourd'hui, il y a une nécessité, on veut aller vers plus de compétitivité, on veut aller plus vite, plus loin, mais sans se demander où. Ce que je viens de vous dire n'énonce pas non plus où on doit aller. Puisque je viens de vous dire, on a des outils. On a des outils qui existent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives par les barrières commerciales, il y a des alternatives par la création monétaire, il y a des alternatives éventuellement par le défaut de paiement. Enfin, il y a des alternatives qui existent. On a des outils à notre disposition. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça énonce une finalité politique. Moi, je considère que les mêmes outils, le protectionnisme par exemple, peut être utilisé de fait par le Front de gauche ou par le Front national.
Il faut bien voir que ça sera effectivement les mêmes outils, mais derrière, le but qui sera poursuivi sera loin d'être identique. Donc là, il y a la nécessité ensuite, ou d'abord, d'énoncer les finalités qu'on poursuit. Alors moi, je peux le faire très brièvement. C'est le progrès social, le relèvement des normes environnementales et la justice fiscale, puisque je ne me suis pas étendu sur cet aspect, mais on a une fiscalité qui est de plus en plus injuste. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on arrive... En fait, leur discours, maintenant, il est mort. On a affaire à un discours, je veux dire que c'est presque héroïque. Je trouve que il y a presque du panache dans la démarche de l'Union européenne de vouloir nous imposer aujourd'hui un grand marché transatlantique, dans la mesure où ils savent que c'est démocratiquement mort. Et que leur discours, qui viendrait, comme Alain Minc au milieu des années 90, publier un livre aujourd'hui qui aurait pour titre « La mondialisation heureuse ». Michel Sapin, peut-être. Il a l'air d'être tellement idiot que c'est possible, quoi. Mais à part lui, je vois pas. De la même manière, donc l'abaissement des barrières douanières, ça fait rêver personne. La croissance, on a l'impression d'un langage qui est mort, quoi. Donc, je pense que c'est ce que je disais à propos de la crise de 2008. La crise de 2008, ils se sont eux-mêmes cassés la gueule. Le problème, c'est qu'on avait en face pas de discours, ce que j'appellerais un discours homogénéisé. On a fait des manifs en printemps 2009 pour dire « nous ne payerons pas leur crise ». Ça veut rien dire. C'est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on est disposé ou pas à sortir de l'Union européenne? Est-ce qu'on est disposé ou pas à reprendre en main notre monnaie? Est-ce qu'on est disposé ou pas à mettre en place des barrières commerciales? Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de questions très concrètes comme ça, sur lesquelles il doit y avoir... donc ça, c'est Todd, quand je l'interroge, qui me dit, voilà, il faut homogénéiser un contre-discours. Il faut qu'il y ait dans le champ intellectuel d'abord, parce que c'est par là que ça passe, puis que ça arrive au champ politique, éventuellement au champ syndical, qui est un contre-discours qui s'homogénéise et qui apparaissent finalement comme une espèce de nouvelle évidence, quoi. Dernier point, il faut que ce contre-discours s'appuie sur des forces économiques, sur des forces sociales. C'est-à-dire que, je le redirai éventuellement dans le fil de nos échanges, mais là, le gros problème qu'on a eu, par exemple, quand je parlais de 2009, il y avait eu des manifestations et tout ça, mais quelle est la force politique qui va se trouver être le relais des revendications qu'il peut y avoir? Et aujourd'hui, il y a une alternative politique à l'extrême droite, aujourd'hui, elle ne paraît pas aussi évidente avec un contre-discours construit à gauche. Et je terminerai par cette citation d'Emmanuel Todt, que j'aime bien. Qu'on sorte de ce cadre, pour lui c'est l'euro, mais je dirais que le cadre, c'est le cadre du discours orthodoxe que je viens de vous dresser. Et on revient à une histoire qui est notre histoire, avec des difficultés qui sont nos difficultés. On redevient maître de notre propre destin. Ce qui mine les gens actuellement, ça n'est pas simplement la baisse du niveau de vie ou le chômage ou des perspectives sombres, c'est le sentiment d'impuissance. Avec une appartenance collective, les gens débattent entre eux, éventuellement se foutent sur la gueule, prennent une décision, sont collectivement responsables de ce qui leur arrive. Je suis convaincu que malgré les difficultés inévitables d'une sortie de la zone euro, l'effet psychique serait bénéfique, serait extraordinaire sur tout le monde. Il se prend la tête comme s'il avait une migraine et il me mourrait. Putain, mais on est là, à se faire chier dans un ensemble de non-décisions, avec Bruxelles, avec Francfort, des négociations humiliantes, sans perspective, avec une histoire infiniment nulle qui se profile. Et tout d'un coup, ça y est, on est dans la merde, ensemble, on retrousse nos manches et on essaye de s'en sortir. C'est pas beau, ça? Et la démocratie renaît. Et au début, on est un petit peu appauvri, mais on va quelque part et nos enfants vont quelque part. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute.